Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des opinions, des positions plus ou moins différentes, divergentes et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer les idées reçues. Les marchés publics, des enchères au rabais ? Le saviez-vous, le contrat public est très ancien. Il trouve ses sources dès l'Antiquité romaine sous la forme de concessions. Ces contrats ont été rendus nécessaires pour des raisons tant politiques qu'économiques, la puissance publique ne pouvant supporter les coûts de construction des grandes infrastructures. En ce qui concerne les marchés publics, les premières règles relatives à la passation de ce type de contrat remontent au XIIIe siècle. Le texte le plus ancien serait une ordonnance de Saint-Louis datant de 1256. Le principe est relativement simple. Les logiques d'efficacité économique sont déjà bien présentes et pour ce faire, l'ordonnance de Saint-Louis encadre la passation de ce type de contrat. Le principe des capacités financières et techniques suffisantes à l'exécution du contrat est déjà contenu dans ce texte fondateur. Les évolutions témoignent non seulement de l'utilité publique du recours à ce type de contrat, mais surtout des mutations de cette notion. Afin de bien mesurer tous les enjeux, il convient d'en rappeler les différentes sources. Bien évidemment, les sources du droit des marchés publics sont multiples, tirées du droit international communautaire en interne. Le droit interne fut le premier à réglementer la pratique de l'achat public. La diversité des sources internes illustre bien la richesse et l'importance accordée au droit des marchés publics. Ainsi, fort logiquement, l'on comprend que l'enjeu de la notion de marché public se cristallise autour de la difficile recherche de l'équilibre entre régularité juridique et l'efficacité économique. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout à l'heure, en off, avant qu'on démarre, tu me disais par rapport au tout premier contrat de concession que ça concernait aussi les gladiateurs ? Tout à fait. En fait, on n'a pas de traces et pas de preuves formelles, mais quand on regarde un petit peu d'où sortent les appels d'offres et d'où ça vient dans l'histoire, on se rend compte que l'Empire romain, de par son expansion, a dû, à un moment donné, passer des appels d'offres pour construire notamment toutes les infrastructures qu'on connaissait auparavant. Alors, je vais commencer fort, je te préviens. On va juste souligner une chose, c'est que si aujourd'hui tu es sur ce plateau, c'est parce que budget de 100 milliards d'euros par an, c'est ça, les marchés publics, ça vaut le coup qu'on en parle un peu quand même. Tout à fait. Alors, je vais commencer fort, je cite, les évolutions témoignent non seulement de l'utilité publique du recours à ce type de contrat, je vais dans ton sens, mais surtout des mutations de cette notion rendant extrêmement compliqué toute tentative d'en donner une définition théorique et immuable. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu. Alors, je voudrais savoir si tu es d'accord avec cette affirmation. Il n'y a pas de définition, finalement. Ou toi, est-ce que tu peux nous apporter une parfaite ou une définition ? Alors, définition d'un marché public, je la donnerai selon le terme suivant. Tu es un acheteur public, donc une mairie, par exemple. On va prendre la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, dans laquelle on se trouve. Cette ville a un besoin. Ce besoin est supérieur à un seuil qui est actuellement en vigueur et qui est de 40 000 € hors taxes. Admettons par exemple que cette ville veuille construire un bâtiment. Ce bâtiment coûte à peu près 2 millions d'euros hors taxes. Eh bien, l'acheteur public va devoir passer un appel d'offres, ce qu'on appelle également un marché public. La terminologie est pour le coup similaire, ça veut dire exactement la même chose. Et pour ce faire, elle va devoir rédiger un certain nombre de documents, un cahier des charges, un règlement de la consultation, un acte d'engagement, tout mettre en ligne pour permettre aux opérateurs économiques, donc aux entreprises, d'y répondre à travers des plateformes dématérialisées. Alors, l'édiction de règles concernant la passation des marchés publics est nécessaire. Ok, mais alors pourquoi, finalement, quand tu écoutes beaucoup de chefs d'entreprise, on trouve ça compliqué et puis lourd ? Alors, on trouve ça compliqué et lourd, pourquoi ? D'une part, parce que c'est une matière qui n'est pas comprise par beaucoup. Aujourd'hui, c'est une matière qui demande des compétences très diverses dans son approche. Je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, admettons que toi, tu veuilles répondre à un appel d'offres.
Il va falloir que tu saches dimensionner les capacités de ton entreprise, les caractéristiques de ton entreprise. Il va falloir que tu saches où trouver tes appels d'offres. Il va falloir que tu saches décrypter les documents de l'appel d'offres que tu as sous les yeux. J'aime bien le mot décrypter. Déjà, ça donne une certaine notion. Exactement, ce qui n'est pas forcément évident. On ne parle pas le même langage, en fait. Non, ça que on ne parle pas du tout le même langage. Moi, je peux t'en citer des termes CCTP, CCAP, RC, etc. Oui. Voilà. Une fois que tu as fait ce travail-là, il faut que tu comprennes les attentes de l'acheteur. Et il faut que tu saches exactement où trouver ces attentes. Et puis, une fois que tu as compris les attentes, il faut que tu saches y répondre. Et pour ce faire, si aujourd'hui, tu as une entreprise où tu es seul ou tu as une petite entreprise de moins de 10 salariés, ce n'est pas sûr que tu trouves en interne toutes les compétences pour créer un mémoire technique, un dossier de candidature, pour pouvoir faire tes prix, pour savoir où envoyer ton marché, etc. etc. Et en fait, là où c'est complexe, c'est que ça demande une multiplicité de compétences en interne pour pouvoir y répondre. Ok. Alors, ce qui ressort souvent quand même, des procédures beaucoup trop contraignantes, trop rigides, alourdissant significativement les coûts de passation de contrats de marché public, se révèlent contre-productives. Alors, aujourd'hui, tu as un code des marchés publics, un code de la commande publique qui est là pour encadrer les choses. Excuse-moi Sébastien, ce n'est pas une excuse sur le fait de dire c'est trop contraignant, c'est trop rigide, c'est alourdissant. J'étais stupéfaite de lire ce mot-là. Pourquoi on a cette idée extérieurement, en effet, que c'est trop rigide? Alors peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, on ne parle pas le même langage, on est peut-être une petite entreprise et on a du mal à répondre, mais... Aujourd'hui, c'est trop rigide. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acheteur est obligé de garantir un certain nombre de grands principes. Ces grands principes, ils sont au nombre de 3. Égalité de traitement, liberté d'accès et transparence. D'accord? Il faut qu'il y ait des règles communes. Ces règles, aujourd'hui, elles sont de dire que lorsque tu réponds à un appel d'offres, tout doit se faire par écrit. Donc, partant de ce postulat, quand toi, tu es un acheteur public et que tu demandes à une entreprise de réfléchir à la construction d'une école, je reprends un exemple, la construction d'un bâtiment, tu vas faire ce qu'on appelle un cahier des charges technique. D'accord? Et toi, en tant qu'acheteur, tu vas expliquer ton besoin. Maintenant, il va falloir que l'entreprise y réponde par écrit. Elle fait un copier-coller des contraintes techniques du cahier des charges. Elle peut, sauf que toi, tu vas mettre en place des critères d'évaluation. C'est-à-dire que tu vas l'évaluer sur un certain nombre de points très précis qui sont connus de toutes les entreprises qui souhaitent postuler à l'appel d'offres. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que l'acheteur qui est de l'autre côté, en face, lui, veut être rassuré par rapport à ta capacité technique de pouvoir déjà savoir si tu as bien compris de ce dont il parle et être capable d'y répondre. C'est ça que tu es en train de nous dire? Au-delà de ça, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut absolument que cet acheteur soit en capacité de maintenir l'égalité de traitement. C'est-à-dire que si tu as plusieurs entreprises qui répondent à cet appel d'offres, il faut que toutes ces entreprises soient notées exactement de la même manière, quel que soit leur effectif, quel que soit leur statut juridique, quel que soit leur historique. Donc il faut qu'ils puissent être comparables. Et il faut que tout puisse être comparable pour que tu puisses justifier de ta décision auprès du contrôle de légalité lorsque ton marché public est finalisé et attribué. Et en fait, ce qui est très complexe aujourd'hui pour les acheteurs publics par rapport au code de la commande publique, c'est d'arriver à la fois à avoir quelque chose qui garantit les qualités de traitement et à la fois arriver à mettre dans tout ça une certaine forme de souplesse pour les entreprises. D'accord. Alors justement, je vais prendre le contre-pied de tout ça, parce que ça c'est ce qu'on entend souvent. A contrario, un encadrement trop léger pourrait nuire à la recherche de l'efficacité économique de par le favoritisme et autres ententes tarifaires des opérateurs économiques. En fait, si je comprends bien, c'est pour éviter les magouilles. Et souvent, les entreprises, et pas que les entreprises, ont une image de magouille derrière les marchés publics. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que si c'est lourd, contraignant, rigide, et comme tu disais, de pouvoir comparer une entreprise plutôt qu'une autre, c'est pour éviter les magouilles? C'est pour essayer de mettre des garde-fous. Aujourd'hui, tu le sais, on ne vit pas dans un monde parfait. Certes, des magouilles, il y en a et il y en aura également dans les marchés publics. Il ne faut pas se voiler la face, pour le coup. Maintenant, le fait de mettre en place ce genre de procédure, ça permet de les minimiser. À partir du moment où, toi, en tant qu'acheteur public, tu vas devoir poser des jalons pour expliquer comment se passent les choses, pour expliquer comment tu vas évaluer les entreprises, ça permet à ces dernières, justement, de répondre sur des points très précis. Et toi, ensuite, quand tu vas rendre ta notation en tant qu'acheteur, eh bien, tu vas pouvoir rendre ta notation
en fonction des éléments que tu auras inscrits dans ton marché public. Mais et donc, il ne peut pas y avoir de dissonance. Parce que la notation chez toi, de pouvoir comparer, et puis la notation, ça a l'air d'être quelque chose de juste. Mais par exemple, si moi, je n'ai pas envie que tu passes, parce que ta tête ne me revient pas, et puis parce que j'ai plutôt quelqu'un d'autre que je connais bien, en qui j'ai peut-être plus confiance, que je veux qu'il passe, la note, je vais te mettre, on va dire, des notes de gueule, 2, 3, de façon à ne pas être retenue et d'être comparée par rapport à ceux qui vont avoir 8. Est-ce que ces notes, elles sont justifiables et justifiées? Alors, d'une part, toutes ces notes doivent être justifiables. Ensuite, si elles sont justifiées, c'est une autre question. Oui. Mais déjà, ce qu'il faut que tu prennes en compte, il y a deux choses. Quand on parle de critères d'évaluation, on parle du prix et on parle ensuite de ce qu'on va appeler des critères techniques. Des critères techniques, ça peut être les moyens humains que tu alloues à un chantier, les moyens techniques, ton organisation, ta politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, les mesures de sécurité que tu vas mettre en place, etc. etc. Tous ces éléments techniques, très souvent, ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs. Donc, ils sont forcément subjectifs. Oui. Par contre, un prix est très objectif, puisque tu vas, avec une formule de calcul, en fin de compte, comparer des prix les uns par rapport aux autres. Et une formule mathématique, ça ne ment pas. Contrairement, je suis d'accord avec toi, à des éléments techniques où si tu n'as pas envie de me faire passer, tu feras tout pour ne pas me faire passer, je ne passerai pas. On est d'accord. Alors justement, je rebondis là-dessus. Bibliothèque de droit public, page 205. Cette technique consiste pour le pouvoir adjudicateur à choisir l'offre la moins... Alors peut-être que j'ai fait une erreur de frappe, la moins distante. Non, l'offre économiquement la plus avantageuse. Ou la moins, c'est pas la moins disante. Donc c'est-à-dire la plus basse. Autrement dit, je croyais qu'on disait le moins disant. Autrement dit, l'adjudication peut être définie comme une procédure d'enchère au rabais. C'est pas moi qui le dis, hein. Non, donc, alors justement, est-ce que pour toi, déjà, première question, est-ce que pour toi, c'est vraiment l'enchère au rabais ou c'est vraiment le marché public, c'est quelque chose à laquelle on doit s'intéresser, que c'est sûrement pas un marché au rabais? Alors, ce n'est plus un marché au rabais. Ah, ce n'est plus. Ça l'a été. Ça l'a été. D'accord. Il faut se rappeler de l'histoire. En 2011, il y a eu la réforme générale des politiques publiques qui a été menée, je crois, par M. Fillon ou M. Sarkozy. Derrière, il y avait une volonté de l'État de réduire très fortement les dotations publiques distribuées aux collectivités territoriales, à savoir la majorité des acheteurs publics qui existent en France aujourd'hui, les mairies, les départements, les régions. Suite à quoi, beaucoup de collectivités territoriales se sont dit, nous, nos marchés publics, en effet, on va les faire au rabais. Et comment on va les faire au rabais? Eh bien, le prix, on va le pondérer à 60-70% de la notation finale. Ce qui veut dire que lorsque tu répondais à cette époque-là à des marchés publics, si ton prix n'était pas bien positionné, tu n'avais quasiment aucune chance de remporter un appel d'offres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, quand tu regardes les marchés publics qui sont passés, la grande majorité des marchés publics ont un prix qui est pondéré entre 40 et 60% de la notation finale. Ce qui te laisse la possibilité, sur des critères techniques, parce que tu innoves, parce que tu as de l'effectif, parce que tu as des moyens techniques qui sont performants, de pouvoir obtenir l'appel d'offres auquel tu réponds. D'accord. Alors, l'année 2020 a été témoin de l'apparition de nouvelles lois, dont la sortie était, il faut le reconnaître, quelque peu forcée. Elles ont permis de faire face à la crise sanitaire et ont réduit les risques que les marchés publics sombrent en plein marasme économique. C'est vraiment une réalité? Alors, il y a eu beaucoup moins d'appels d'offres depuis l'apparition du Covid. Ça, c'est une certitude. On a aujourd'hui des plateformes de veille qui te permettent de mesurer à un instant T le nombre d'appels d'offres qu'il y a en ligne. Et on a vu que suite à l'apparition du Covid, on était passé sur certaines semaines de 20 000 appels d'offres parus à 14 000 ou 15 000. Donc il y a eu moins d'appels d'offres. Il y a eu moins d'appels d'offres, pourquoi? Parce que des chantiers étaient arrêtés. Parce qu'au niveau des travaux publics, il y avait beaucoup moins de travaux publics effectués sur la voirie, parce que les gens n'avaient pas le droit de sortir. Et puis ensuite, ça a engendré en effet que, vu que certaines procédures acheteurs avaient pour obligation de faire en sorte que les gens se réunissent physiquement, notamment à travers des commissions d'appel d'offres, pour sélectionner les candidats qui ont été choisis dans le cadre d'un appel d'offres. Mais il y a la visio. Oui, mais le temps de mettre tout ça en place, une visio. Quand tu votes, aujourd'hui, quand tu es un élu, que tu vas dans une commission d'appel d'offres et que tout est physique, quand tu votes, tu lèves la main. Et en fait, il y a plusieurs témoins qui peuvent se réunir et garantir le fait que tu étais présent. Tu peux voter en ligne aussi. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas aussi évident. Oui, c'est vrai que ce n'était pas évident. Il y a aussi eu un temps de latence entre le moment où le Covid est apparu et le moment où on a pu attribuer les appels d'offres.
Alors, rebelote, marché public 2021. Les marchés publics, on le sait, ont tendance à évoluer tant sur le plan administratif, technique que juridique, même si certains changements peuvent dérouter. Ils inaugurent une nouvelle façon de penser la commande publique. J'ai été effarée, moi, de lire certains points. Alors, peut-être que ça ne choque pas d'autres. Une commande publique plus ouverte au changement. Ah ben, il était peut-être temps. Depuis que la réforme de la commande publique a été initiée en 2015, la réglementation n'a cessé de s'étoffer. On a envie de dire, c'est compliqué parfois, pour apporter plus de souplesse, donc eux-mêmes le reconnaissent, dans l'application du code de la commande publique. On peut citer la loi du 7 décembre 2020 qui en substance intègre l'intérêt général comme raison valable pour passer des marchés publics sans publicité et sans mise en concurrence. Pire, le décret 2020-1261 du 15 octobre 2020 portant sur la suppression du plafonnement à 60% du montant des marchés publics mérite aussi qu'on s'y intéresse. Et alors, la conclusion est énorme. La crise sanitaire due au Covid-19 a révélé la rigidité administrative de la commande publique qui pouvait être assouplie pour faire passer un cap à l'achat public et ouvrir la voie des marchés publics plus justes et à la portée des plus petites entreprises. J'ai envie de te dire déjà qu'est-ce qui va se passer en 2023. Parce que chaque année, il y a une couche supplémentaire. Il a fallu attendre la crise sanitaire pour que, d'une façon générale, on se rende compte que la commande publique, il fallait qu'elle passe un cap là et qu'elle soit un peu assouplie. En fait, tu prends le service public dans son ensemble, c'est un petit peu le cas. Oui, C'est-à-dire que tu as toujours un écart entre l'innovation que tu vas retrouver dans le secteur privé et l'innovation que tu vas retrouver dans le secteur public. Les marchés publics n'échappent pas à la règle, pour le coup. Sauf que depuis quelques temps, tu as quand même beaucoup de procédures qui ont été mises en œuvre qui visent à faciliter, par exemple, les actes de candidature des entreprises envers les marchés publics. Avant, tu avais plein de formulaires. Formulaires DC1, DC2, DC4, DC5, DC6, etc., etc. Ils existent encore. Sauf que tu as la possibilité, à travers de nouveaux formulaires qui ont été mis en place par l'Union. Excuse-moi, j'ai un petit schéma dans la tête parce que tout à l'heure, on a parlé des arènes et gladiateurs. Et je me dis, tiens, c'est les 12 travaux d'Astérix là qu'on est en train de vivre, ce que tu es en train de me décrire. Alors, oui, mais... DC1, DC2, DC3. Non, vous n'avez pas rempli le mot formulaire. C'est le DC3 qu'il fallait remplir. Et pour le DC3, il faudrait remplir le formulaire A93. Non, mais tu entends ce que tu dis, Sébastien? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Sauf que on partait de très loin. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu des améliorations. Les améliorations, quelles sont-elles de manière très concrète? Aujourd'hui, par exemple, quand tu postules à un appel d'offres, tu peux faire ce qu'on appelle un dossier de candidature. Une fois que ce dossier de candidature il est fait, il est enregistré, tu peux t'en servir pour répondre à un autre appel d'offres. Et donc, tu gagnes à peu près sur ton dossier de candidature. 95... dossier de candidature, c'est quoi? Je me présente, voilà, je suis telle entreprise, elle a tant d'années, voilà mon chiffre d'affaires, voilà ce que je fais. D'accord. Je vais être très clair là-dessus pour expliquer ce qu'est un dossier de candidature. Tu es un acheteur public, tu vas sélectionner plusieurs entreprises, d'accord? Tu as besoin de savoir qui sont ces entreprises, quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce que tu as de l'effectif en interne? Est-ce que tu as de l'outillage en interne pour travailler? Est-ce que tu n'as pas été condamné? Est-ce que tu as des références, etc., etc. Le but d'un dossier de candidature, c'est savoir si une entreprise a bien les capacités pour répondre à mon appel d'offres. Est-ce qu'elle ne me fera pas faux bon? Est-ce qu'elle ne fera pas faillite ou défaillance? Est-ce qu'elle a un profil propre aussi? Tout à fait, c'est l'objectif. Et il faut savoir que là-dessus, par exemple, maintenant, une fois que tu as fait ce qu'on appelle un DUM, un document unique, tu peux le réutiliser pour répondre à 1, 2, 3, 4, 5 appels d'offres supplémentaires. Et tu gagnes déjà 90% de ton temps sur le dossier de candidature. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va prendre un deuxième point qui serait la facturation, par exemple. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Chorus Pro sur laquelle, très simplement, tu peux déposer tes factures et être payé maintenant beaucoup plus rapidement que tu n'étais payé avant. Oui, parce que justement, ça fait partie de quelques questions de chefs d'entreprise. Alors, les acheteurs publics se focalisent aujourd'hui sur 5 principes, critères: qualité de l'offre, son prix, sa valeur technique, son caractère esthétique et fonctionnel, RSE. Et j'ai envie de te dire, et le Made in France, non? Alors, il y a un piège, hein, tu vas voir dans quelques questions après, il y aura un piège. On ne peut pas évaluer en tant que tel aujourd'hui le Made in France. Pourquoi? Parce que ça serait discriminatoire vis-à-vis de la localisation des entreprises. Aujourd'hui, ce qui prime en termes d'empilement des lois, c'est la loi européenne. Donc à partir du moment où une entreprise est située sur le territoire européen, tu ne peux pas l'éliminer. Par contre,
et ce que je vois de plus en plus par rapport au conflit qu'il y a en Ukraine depuis maintenant plusieurs mois, c'est qu'un certain nombre d'entreprises hors Union européenne ne peuvent répondre au marché public français. D'accord. Donc, Et tu es en ça, train de c'est dire une que nouveauté. l'Europe... mais de toute façon, je vais avoir des pièges aussi pour l'Europe. Comment se faire connaître auprès des acheteurs publics? J'ai quelques questions là de chefs d'entreprise. Premier élément, c'est de répondre à des appels d'offres. C'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, mais oui, alors tu dis, au fur et à mesure que tu te fais connaître auprès des acheteurs, tu finis par être connu, c'est ça, d'être identifié? Tout à fait, tu finis par être identifié. Maintenant, tu peux aussi t'inscrire sur un certain nombre de bases de données, sur marché online, sur certains logiciels, par exemple, de veille, qui te permettent d'être référencé auprès des acheteurs publics. D'accord. Typiquement, quand un acheteur public a un besoin, et ça, je vais te donner une anecdote que j'ai vécue en tant qu'acheteur public lorsque je gérais le secrétariat général. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu es passé de l'autre côté de la barrière. Donc c'est pour ça que mes questions elles sont encore plus piquantes. Hein. Eh ben, je vais te donner un élément très concret qui va t'aider à situer par rapport à ta question. J'étais responsable du secrétariat général de la ville de Sartrouville. À l'époque, on avait un souci d'ordre assurantiel, à savoir qu'on devait renouveler nos contrats d'assurance. Grosse problématique sur la flotte auto parce qu'on avait un taux de sinistralité extrêmement élevé. Et il fallait absolument qu'on donne des garanties à la future personne qui aurait le contrat d'assurance automobile pour lui dire, vous inquiétez pas, on fait des efforts. Ça va diminuer. Ça va les diminuer. Les sinistres vont diminuer. Et on ne veut pas voir notre budget exploser. Voilà. Donc, au même moment, je reçois un emailing d'une personne, d'une entreprise qui me propose de la géolocalisation sur les véhicules. On en discute avec la direction à Sartrouville, la direction générale, et on rencontre cette entreprise et on contractualise en gré à gré avec cette entreprise sans passation d'appel d'offres parce qu'à l'époque, on en avait pour moins de 25 000 € hors taxes, qui était le seuil de l'époque. Oui. Et donc, tu peux aussi tenter de l'emailing, tu peux tenter d'avoir un très bon site internet, très bien référencé en faisant du SEO, qui va te permettre justement que les acheteurs publics, quand ils recherchent un fournisseur, tombent dessus. Et puis la dernière solution, mais qui pour moi est la meilleure, c'est répondre à des appels d'offres, parce que tu sais que le besoin existe. C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, tu prospectes dans le B2B. Tu vas appeler, mais le besoin, tu ne sais pas s'il existe. Là, avec les appels d'offres, tu as la certitude d'avoir un besoin identifié, tu essayes d'y répondre, que tu sois pris ou pas, tu te fais connaître. Oui, alors justement, il y a un chef d'entreprise, mais tu as répondu partiellement. Faut-il passer par des sites pour être alerté sur les offres? Attention, parce qu'il y a une autre question dans la foulée, c'est tous les sites ne sont pas extraordinaires et voire... On est d'accord. Alors là-dessus, on est entièrement d'accord. Il y a même des arnaques, pour le coup. Je n'osais pas le dire, mais c'est toi qui l'as dit. Il y en a. Alors là, tu touches un point qui est très intéressant. Il existe aujourd'hui ce qu'on va appeler des plateformes de veille. Des plateformes sur lesquelles, en fonction d'un certain nombre de mots-clés, un peu comme quand tu tapes sur Google parce que tu veux rechercher quelque chose, eh bien, tu vas pouvoir trouver des marchés qui correspondent à ton activité, qui correspondent à ta zone de chalandise et qui correspondent à ton secteur de métier, ton secteur d'activité. D'accord ? Ça va te donner la liste des marchés en cours. Après, à toi de sélectionner les appels d'offres qui correspondent à ton secteur d'activité et à tes capacités. Oui, alors ma question peut-être elle a été mal posée, excuse-moi. Pourquoi les acheteurs, quelque part, ne se mettent pas tous d'accord pour dire nous, on référence, on cautionne, vous pouvez y mettre le logo .gouv parce que cette plateforme, c'est une plateforme de confiance, celle-ci aussi et celle-ci aussi. En dehors de ceux que nous avons cités, les autres, vous les écartez. Ah, mais moi, je te propose même autre chose. Pourquoi il n'y a pas une seule et unique plateforme aujourd'hui? Alors, ça serait beaucoup plus simple, et en plus par catégorie. Et il faut savoir... Alors, pourquoi 2023 2024 Non, j'en ai aucune idée. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que dans d'autres pays de l'Union européenne, ça existe. Tu prends l'exemple de la Belgique, ils ont une plateforme centralisée où l'intégralité des appels d'offres, quel que soit l'acheteur public, sont passés à travers cette plateforme. Aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. Maintenant, il y a des efforts qui sont faits par certains groupements associatifs. Je pense au groupement Maximilien, par exemple, qui regroupe les différents départements d'Île-de-France, sur lesquels tous les départements et beaucoup de collectivités d'Île-de-France vont passer leur appel d'offres. Mais il y a deux types d'appels d'offres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État a laissé ce secteur ouvert à la concurrence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise privée peut se dire moi, je suis hébergeur d'appels d'offres et je vais permettre aux entreprises de trouver des appels d'offres passés par des acheteurs publics. Sachant qu'in fine, ce sont les acheteurs publics, très souvent, qui payent la plateforme. Oui, en plus. Quels sont les principes incontournables des marchés publics? Tu l'as dit tout à l'heure.
Mais j'aimerais bien que Alors, que tu je vais les que tu expliquer. le scannes. Parce que tu disais liberté d'accès, ok, égalité de traitement des candidats, transparence, etc. Pour toi, vraiment, je veux répondre à un marché public. Qu'est-ce qu'il faut que je me dise en disant, oh là là, il ne faut surtout pas les principes vraiment incontournables, fondamentaux pour l'acheteur en face, c'est quoi? Alors, ces principes, ils s'appliquent à l'acheteur. L'entreprise, pourquoi elle doit les connaître? Parce qu'à la fin, si elle est lésée, il faut qu'elle comprenne qu'elle soit lésée. L'égalité. J'ai cru que tu allais dire il faut qu'elle comprenne qu'elle peut aller au tribunal administratif. Non, non. Non, il Oui. faut au moins qu'elle comprenne qu'elle a été D'accord. lésée et après, libre à elle de faire ce qu'elle veut. D'accord. Ce qu'on va appeler des référés contractuels ou précontractuels. Première chose, c'est l'égalité de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde doit être traité exactement de la même manière. Quelle que soit ton entreprise, quel que soit ton historique, Je suis quel une que petite soit... TPE, je peux aller sur un marché public et me confronter à un très gros où, tiens, je suis plusieurs TPE et on a l'idée de se dire, nous, ce marché public, on est plusieurs TPE, mais regardez, à nous tous, t'imagines, le dossier il doit être épais comme ça, chacun Même doit se pas- présenter. détrompe-toi. Ah, d'accord. Et nous, à nous tous, soyez, faites travailler des petites TPE, nous, à nous tous, eh bien, on équivaut, cette grosse PME. C'est ou exactement voire ça. plus- C'est exactement ça. Et ça, c'est important à comprendre. En fait, à partir du moment où tu as bien ciblé ton marché, il est clair que si tu es une TPE et que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne vas pas t'attaquer seul à un marché qui fait 1 million. Tu ne le ferais pas dans la vie réelle. Pourquoi tu le ferais sur un Oui, appel d'offres? oui. D'accord? Par contre, Je peux rêver, je peux croire au Père Noël. tu aussi. peux croire au Père Voilà. Noël. Non. Par Ouais. contre, une entreprise, par exemple, qui vient de se créer, même une auto-entreprise, même un freelance, peut très bien répondre à un appel d'offres. Même une association peut répondre à un appel d'offres. Je croyais qu'il fallait avoir au minima plus d'un an Non, d'existence. c'est faux. En fait, D'accord. il faut que tu puisses prouver un certain chiffre d'affaires. D'accord? Ah bah oui, alors excuse-moi, Mais- excuse-moi, si j'ai 2 mois d'existence et que je vais vers les marchés publics, Mais ce n'est pas une vous avez fait, mais ce madame, n'est- 20 000 euros. Ah, vous existez depuis combien de temps? 2 mois. mais ce n'est pas une obligation. Ah, Ce n'est pas une d'accord. obligation. Après, libre à l'acheteur de t'éliminer ou pas au stade de la candidature parce qu'il estimerait que tu n'as pas les épaules assez larges pour, entre guillemets, supporter le poids de son marché. D'accord. Mais tu peux y répondre et tu ne seras pas Mais éliminé ça, d'emblée. c'est subjectif. C'est subjectif, on est Ouais. d'accord. Sauf qu'il existe quand même des formules de calcul. Sur le chiffre d'affaires, par exemple, ce qui était inscrit dans le code de la commande publique, ce qui a été rapidement effacé pendant le Covid, c'était de dire, si tu fais un CA de 100 000 euros, tu peux répondre à des marchés publics qui font au maximum 50 000 euros de montant estimatif. D'accord, Donc la moitié de 50% ton de ton CA. chiffre d'affaires. Tout à fait. Ensuite, on a parlé de l'égalité de traitement. Oui. Il y a la liberté d'accès. La liberté d'accès, ça veut dire que, mis à part le fait que tu aies été condamné, mis à part le fait que tu n'es pas à jour de tes impôts, tu peux répondre aux appels d'offres, qui que tu sois. D'accord? Et ensuite, la transparence. La transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'acheteur public a l'obligation, à tous les stades de la procédure, de pouvoir prouver ce qu'il a fait. Pourquoi il a noté un tel comme ci, pourquoi il a noté un tel comme ça, qui a noté... Alors, du coup, il me vient une question, et c'est marrant, elle ne m'a pas été posée par des chefs d'entreprise. Je ne suis pas retenue. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Oui. Alors là-dessus... Je peux avoir mes notes et puis me dire, tiens, mais il a trouvé que j'avais pas les reins solides parce qu'en effet, ça représentait plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Est-ce que c'est justifié et est-ce que moi, en recevant mes notes, un peu comme le bulletin à l'école, je sais pourquoi je ne suis pas passée dans la classe? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça te permet surtout de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Tu peux, dès que tu as été rejeté d'un marché public, faire ce qu'on appelle une demande de complément d'information, qui va demander... Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, ça. Non, mais il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. D'accord. L'idée, c'est quoi? C'est de demander à l'acheteur public, j'ai pas été retenu, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je n'ai pas été titulaire du marché public? Qu'est-ce que mon concurrent a fait mieux que moi? Et ça te permet de connaître quoi? Ça te permet de connaître le prix de l'offre qui a été acceptée. Ça te permet aussi de connaître sur les différents critères d'évaluation, et on en revient toujours aux critères d'évaluation, Les moyens techniques. comment tu as été ouais, noté, voilà. et surtout, qu'est-ce qui a fait la différence? Et tu peux demander tout ce que tu veux à partir du moment où cela ne va pas à l'encontre du secret professionnel. Exemple très simple, tu peux avoir le prix global d'une offre d'un concurrent, tu ne peux pas avoir son détail de prix. Oui, on est Voilà. d'accord. Oui. Mais il faut le faire à chaque fois. À chaque fois. Ok, bah ça c'est un conseil qu'il faut qu'on retienne. Que faire en cas de lenteur, voire même d'impayé dans un marché public? Il y en a certains qui ont vécu ce genre de... Alors, Ils appellent ça le cauchemar d'ailleurs. Hein. Ouais. c'est le cauchemar. 9 mois pour être payé. Alors,
Là-dessus, pour répondre à cette question, il faut expliquer les différents mécanismes qui existent. Premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'avance. Lorsque tu réponds à un appel d'offres, tu as le droit à une avance à minima de 5% du montant total du marché. Il faut voir si, dans le dossier de consultation des entreprises, donc dans les documents qui font l'appel d'offres, cette avance, elle est supérieure à 5% ou pas. Ce qui te permet, toi, déjà, d'avoir un apport en trésorerie avant même… C'est bien spécifié, ça, dans les… C'est bien spécifié. D'accord. Et c'est spécifié, je peux te dire déjà où, Oui. soit dans le cahier des clauses administratives particuliers, ce qu'on appelle le CCAP, soit dans l'acte d'engagement. Et dans l'acte d'engagement, tu dois même cocher la case qui te dit « Attention, je souhaite bénéficier de l'avance ». D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose… Donc, il y en a qui n'ont pas vu la case. Non, il y en a qui n'ont pas vu la case. Deuxième chose qui est extrêmement importante également, c'est que quand tu réponds à un appel d'offres, tu peux mettre en place, en collaborant avec l'acheteur, ce qu'on appelle des acomptes. Un acompte, c'est quoi? C'est, admettons, je vais en revenir toujours à cette image, à la construction d'un bâtiment. Tu ne vas pas attendre la fin de la construction du bâtiment pour être payé. Tu vas pouvoir par exemple, demander des paiements mensuels, où tu vas pouvoir demander des paiements selon le planning et selon les différentes phases. Quelle case il faut cocher pour avoir ça? Ça, il faut négocier avec l'acheteur. Il faut le négocier avec l'acheteur. Tout à fait. Quand tu as été retenu. Quand tu as été retenu, tu vas voir l'acheteur. Moi, je préfère être réglé mensuellement pour pouvoir faire rentrer les trésoreries et diminuer le risque. Tout à fait. Ça existe un impayé dans un marché public? C'est extrêmement rare. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as vu une collectivité faire faillite? Non. Mais donc, ne pas te payer, oui, on a entendu quelques collectivités qui n'avaient pas… Ça existe, mais tu finis généralement toujours par être payé. Si tu n'es pas payé, c'est qu'à un moment donné, il y a une problématique lors de l'exécution du marché. Et que peut-être, tu n'as pas bien exécuté le marché. Mais très souvent, tu finis par être payé. Et je sais pas 3 ans, 5 ans, 10 ans, alors, c'est rare, très sincèrement. Oui, on en reparlera sur les délais de paiement parce qu'il y a de bonnes surprises. Oui, je plaisante. Bon, je vais t'emmener en Europe. Et vous aussi, je vais vous amener en Europe. Et vous allez voir, là où on croit que c'est plus simple, là, j'ai failli tomber de ma chaise. Donc, on sait que les marchés publics jouent un rôle considérable dans les économies des États membres. Et leur valeur correspondrait à plus de 16% du PIB de l'Union. Mais la mise en œuvre, alors déjà avant la mise en œuvre de la législation européenne y afférente, seuls 2% des marchés publics étaient adjugés à des entreprises non nationales. Bon, ok, mais écoute, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas aussi long. Tu dis chaque année, alors ça rectifie. 18 mai 2010, attends, l'évolution de la passation de marché public. Ah non, mais attends, 2011, tu as encore droit. C'est-à-dire que tu as à peine le temps de te faire à ce qui se passait avant. Égalité, accès au marché public dans l'Union européenne et dans les pays tiers, tu en as parlé. La même année, 25 octobre, on ne traîne pas. 2011, modernisation des marchés publics. Ah, vous reconnaissez que c'est un peu poussiéreux. Mais écoute, c'est un défilé, j'en étais surprise, c'est un défilé… Ouais. De lois et de législation supplémentaires très fort. 2020, on revient un peu dans le temps. Une étude sur les obstacles juridiques aux règles du marché unique dans les États membres a révélé que des disparités de compétences entre États membres en matière de marché public étaient une cause importante de l'inégalité d'accès au marché public. Fallait-il une étude pour révéler ça? Enfin, on se pose la question. Mais tu as envie de dire… Alors, bon, c'est vrai qu'ils disent que les dernières études… On estime que les dernières mesures législatives adoptées par le Parlement pourraient générer jusqu'à 2,88 milliards d'euros par an. Par ailleurs, les directives de l'Union sur les marchés ont entraîné une augmentation de la valeur totale des marchés attribués qui est passée de 200 milliards à environ 525 milliards d'euros. Mais écoute, c'est le défilé de mesures. Là, je peux vous garantir, je peux continuer. Alors, ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi. Ah oui, mais oui, là on aimerait bien comprendre. Alors déjà qu'en France, à peine tu t'habitues, allez hop, il y a une autre couche, il y a une autre couche, il y a une autre couche. Mais alors là, sur l'Europe, c'est fabuleux. Alors c'est fabuleux. Il faut l'expliquer en quelques mots pour que les gens comprennent pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est un droit qui était quasiment un droit, voire exclusivement un droit national. Donc en fait, chaque pays, avant 2011, membre de l'Union européenne, faisait un petit peu ce qu'il voulait sur les marchés publics. Et puis l'Union européenne est arrivée et a dit attention, il faut qu'on puisse à minima uniformiser notre droit de la commande publique pour que
chaque pays puisse à peu près traiter les appels d'offres de près, la même manière. J'aime bien ton à peu près parce qu'on oui. on sera jamais aligné pour le coup. Parce que, en effet, chez les acheteurs publics, il y a… Est-ce que je dois comprendre que chacun est arrivé en disant moi, les marchés publics chez moi, dans mon pays, je les passe comme ça, moi comme ça, moi comme ça. Et c'était dans ce souci d'uniformiser toutes les règles de tout un chacun pour dire voilà, pour l'Europe. L'Europe essaye. L'Europe essaye et le gros avantage, quel est-il? C'est qu'imagine que tu sois une entreprise qui exporte dans toute l'Europe. Tu vas commencer par répondre à des appels d'offres en Belgique, tu vas peut-être ensuite aller en Espagne, puis au Portugal, etc., etc. Et en fait, si c'est à peu près uniformisé, tu vas retrouver des éléments similaires d'un appel d'offres à un autre. Certes, tu as la barrière de la langue, mais une fois que tu as franchi cette barrière-là, eh ben, tu vas te dire finalement la procédure, je la connais à peu près parce que j'ai traité différents pays membres de l'Union européenne. Ah oui, mais ça prend du temps, ça oui. prend beaucoup de temps et ce ne sera pas demain la veille que ça sera fini. Toi, tu penses que c'est plutôt bien que l'Europe uniformise, oui. Je pense qu'on va dans le bon sens. Uniformise et simplifie. Alors en plus, réduisant ainsi le risque de fraude et de corruption. C'est marqué noir sur blanc. Certaines entreprises, alors j'entends tout ce que tu me dis, et je veux bien te croire. C'est gentil. Non mais en plus, tu vois, là, je suis en train de lire encore une commission en 2021, puis voilà, encore une audition publique, et etc., etc. Chaque année, il leur faut des études et des auditions pour évoluer. Certaines entreprises m'ont rapporté que dans des marchés européens, alors qu'elles étaient en tête de liste, elles n'ont pas eu le marché avec l'explication suivante. Je l'ai vérifié. J'ai retéléphoné et on m'a dit oui. Il y a des fonds européens, alors il faut que des entreprises d'autres nationalités l'emportent. Que penses-tu de ce commentaire, vrai ou faux? Je pense que c'est faisable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les subventions elles sont fléchées au niveau de l'Union européenne. Ces subventions ou ces budgets qui sont fléchés doivent aller à proportion égale ou pas à différents pays. Et je pense qu'à un moment donné, oui, c'est ce qui a pu se passer parce que justement, c'était fléché. Et il fallait absolument peut-être que ça… Qu'est-ce que tu appelles, toi, c'est fléché? C'est-à-dire… Tout est fléché. On se dit entre nous, non, mais attends, il faut que la Suède, elle remporte ce marché-là et pas les Français. Ce que je pense, c'est qu'il y a des budgets au sein de l'Union européenne et que suivant le budget, ça doit aller à X ou Y pays. Et que parfois, en effet, ça peut peut-être aiguiller le choix qui est fait sur certains appels d'offres européens. C'est une possibilité. Après, je ne l'ai jamais vérifié, de mes yeux, en tout cas. Alors, je t'ai réservé une petite surprise, tu vois. Je suis allée chercher un peu d'humour, parce que quand même, il faut un peu d'humour. On montrera un peu plus à la régie tout à l'heure. C'est fou parce qu'il y a des humoristes qui adorent. Parce que tu vois, là, souvent on parle de rôle du Parlement européen, c'est d'une lourdeur. Donc là, tu as des trucs mais qui sont mais des véritables petits bijoux. Donc, tu sais, c'est difficile de balayer des idées reçues par rapport au marché public et surtout quand on tend autant, j'allais dire quelque part, le dos à l'humour sur des dessins. C'est vrai que la lourdeur, on s'étonne même de ne pas voir un squelette. Tiens, pour avis, toi, laquelle d'image humoristique tu préfères? Je ne dis pas, attention, qui représente le plus le marché public par rapport à toi, mais qui accroche plus ton œil? Déjà, ça mérite de te faire sourire. J'aime beaucoup celle-là, parce que tu te rends compte qu'en fait, tu as tous les lobbies derrière l'élu qui interviennent pour essayer de modifier le projet de décret. Voilà. Si on en revient aux appels d'offres, il y a une question qui est quand même très importante, qui est la question de la complexité. Tu me posais la question, au final, est-ce que c'est dur de répondre ou pas à un appel d'offres? On peut citer des chiffres. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Prism qui a fait une étude très intéressante entre 2013 et 2016. Elle a essayé de calculer le coût que représentait une réponse à un appel d'offres pour une entreprise. Oui. Et elle a distingué deux types d'appels d'offres. Elle a distingué les appels d'offres qui étaient relativement simples et les appels d'offres très complexes. De cette étude, on est ressorti les chiffres suivants. Aujourd'hui, répondre à un appel d'offres simple pour une entreprise, c'est un coût de plus de 5 700 €. Répondre à un appel d'offres complexe, c'est un coût de plus de 25 000 €. Ça montre la complexité qu'il y a derrière les marchés publics. Mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'une fois que tu en as fait un, tu as déjà beaucoup de matière à réutiliser.
Donc, bon, écoute, en conclusion, Sébastien, j'ai vraiment envie de tes conseils. Bon, on sait que toi, alors en plus, toi, tu as vécu de l'autre côté, tu as été acheteur, donc, et tu n'arrêtes pas d'attirer mon attention en disant aujourd'hui, c'est une véritable source de croissance, Tout à fait. le fait de s'adresser au marché public, et on peut être accompagné pour simplifier les choses. Mais si tu avais un conseil à donner, c'est quoi? C'est n'écoutez pas et ne regardez pas tout ça et foncez, allez-y tout seul. Ou non, sachez vous faire accompagner justement pour gagner du temps, mais peut-être pour augmenter les coûts. Alors, ça serait soit faites-vous accompagner ou formez-vous. Vous pouvez très bien vous former. Une formation sera peut-être moins chère qu'un Oui, c'est vrai que accompagnement. chez vous, chez toi, on peut faire Tout une à fait. formation. Tout Ok. à fait, exactement. Et là, on est même en train de monter des formations e-learning pour le coup. Oui. Mais formez-vous et ensuite essayez. Vous ne pouvez pas rester sur des a priori, les puisque idées ça reçues. reste des a priori et des Oui. idées reçues. Il y a des Oui. entreprises aujourd'hui qui vivent d'appels d'offres, qui vivent de marchés d'entretien, dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs de travaux, de services ou de fournitures. D'accord. Donc toi, tu dis, non, formez-vous parce que déjà, moi j'ai compris, apprenez la langue administrative. Ça vous permet, Exactement. ça vous permet de décoder ce qu'on vous raconte et de mieux y répondre. Et puis, essayez, allez-y. Mais ça te permet de diversifier ta clientèle. Tu es sûr d'être payé. Et puis derrière, c'est quand même tout un tas de nouveaux clients auxquels tu peux t'ouvrir. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, si on ne se diversifie pas et si on ne recherche pas de nouveaux clients, Oui. ça risque d'être compliqué quand même. Bon, alors on va te croire. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sébastien, Merci à toi. pour cet échange. Tu vois, j'en bafouille tellement que ça a été compliqué de parler de ces marchés publics et surtout de la révolution. Enfin, le tout, c'est qu'ils évoluent dans le bon sens. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. D'ici là, likez, commentez, partagez, adressez-nous vos idées. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de Sébastien. Et puis, merci à toute la régie, merci surtout à notre photographe. À bientôt. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Et puis, ne prenez plus la tête pour répondre au marché public. Allez-y, jetez-vous.